Salut, la communauté d'Histoire d'âme. Aujourd'hui, nous avons pour vous une histoire d'amour douce et absolument craquante. Allez, c'est parti. La bruine tapotait contre le pare-brise du vieil autobus qui serpentait sur les routes de montagne. Ruthie Carter était assise à la dernière rangée, ses mains agrippant la poignée en cuir usé de sa vieille valise posée sur ses genoux. Elle regardait par la fenêtre où d'imposants pins masquaient le ciel couvert, comme pour tenter de séparer le monde extérieur de l'endroit où elle se dirigeait, le domaine Langston. Cette valise, son seul bien restant de ses jours autrefois glorieux en tant que chef réputé à San Francisco, symbolisait maintenant le fragile commencement d'une nouvelle opportunité. Mais était-ce vraiment une opportunité ou simplement une évasion temporaire de son effondrement personnel? 3 mois plus tôt, Ruthie se tenait dans la cuisine étincelante d'étoiles, un restaurant où l'odeur des herbes et le grésillement de l'huile chaude se mélangeaient en une symphonie qu'elle dirigeait. Mais une fausse accusation, selon laquelle elle aurait falsifié l'origine des ingrédients pour rehausser sa réputation, s'était répandue comme une traînée de poudre. La vérité, que son ex-fiancé et associé l'avaient trahi et piégé, n'importait à personne. Les clients avaient disparu, le restaurant l'avait licencié, et ses amis s'étaient lentement éloignés. À 32 ans, Ruthie se sentait comme un fantôme effacé de la société. L'offre d'emploi était apparue comme une faible lueur dans l'obscurité. Un journal local froissé, abandonné sur une table basse dans l'auberge Bon Marché où elle logeait, présentait une courte annonce. Recherche gouvernante et cuisinière au domaine Langston. Salaire élevé, logement et repas inclus. Contactez Pet-A-Monde. Pas de détails, pas d'adresse, juste un numéro de téléphone. Ruthie avait appelé immédiatement, la voix tremblante mais ferme, et Pet, un homme à la voix graveleuse et chaleureuse, avait simplement dit « Si vous avez le cran de venir, le poste est à vous. » Avoir le cran? Ces mots résonnaient dans l'esprit de Ruthie alors que le bus s'arrêtait à une minuscule gare le long de la route de montagne. Elle descendit, le froid de l'altitude s'infiltrant à travers son manteau fin. Une camionnette rouillée, conduite par Pet, attendait déjà. L'homme au visage buriné et aux cheveux d'argent lui fit un signe de tête silencieux. « Vous êtes Ruthie Carter ?» demanda-t-il, ses yeux la scrutant. Quand elle hocha la tête, il désigna le siège passager. « Montez, la route est longue. » En chemin, Pet offrit quelques mots prudents sur le domaine Langston. « Ce n'est pas un endroit pour n'importe qui, dit-il, les yeux fixés sur le chemin de terre étroit. Des dizaines ont essayé, personne n'a tenu plus d'une semaine. Le propriétaire, il n'est pas exactement accueillant. » Ruthie déglutit difficilement, se souvenant des chuchotements qu'elle avait entendus en ville à propos de Wade Langston, l'ancien PDG de Neurocore, un géant de l'industrie de l'IA, devenu un reclus après une tragédie indicible. Son domaine, construit avec une technologie écologique de pointe, ressemblait, disait-on, à une forteresse figée dans le temps. « Le patron est vraiment si étrange ?» demanda Ruthie, essayant de garder une voix égale. Pet la regarda, les coins de sa bouche s'étirant en un rare sourire. « Étrange ? Non. Juste brisé. Mais vous verrez par vous-même. » Le domaine apparut au détour d'un virage, comme un rêve moderne sculpté dans le verre et l'acier. Des panneaux solaires scintillaient sous la lumière pâle, et les murs de verre reflétaient la forêt environnante, rendant la maison presque invisible dans la nature. Mais quelque chose dans cette beauté sonnait creux, comme une maison sans âme. Pet arrêta la camionnette à la grille principale et aida Ruthie à porter sa valise dans le hall d'entrée. « Votre chambre est au premier étage, au bout du couloir, dit-il. Le patron vous attendra dans la salle à manger à 18h. » Ruthie passa quelques heures à déballer ses affaires dans la chambre petite mais confortable, dotée d'un lit simple, d'un bureau et d'une fenêtre donnant sur la falaise. Elle ouvrit sa valise et en sortit un carnet de recettes usées, un souvenir de sa mère qui lui avait appris à cuisiner, et caressa doucement la couverture en cuir vieilli. « Je peux le faire » se chuchota-t-elle, essayant de rassembler son courage. Mais son cœur battait toujours la chamade alors que l'horloge sonnait 17h50. La salle à manger était spacieuse et minimaliste, avec une longue table en chêne pouvant accueillir 20 personnes, bien que seules 2 chaises fussent placées face à face. La lumière du lustre en cristal projetait des ombres froides sur le sol en marbre. Ruthie se tenait près de la porte, les doigts étroitement entrelacés, attendant. À 6 heures précises, un homme entra. Wade Langston était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, avec des cheveux noirs en désordre qui masquaient en partie son front et des yeux gris orage. Il portait une chemise et un pantalon noir, mais son apparence soignée ne pouvait cacher l'épuisement gravé sur ses traits. Il regarda Ruthie avec un regard perçant,
indéchiffrable, dépourvu de chaleur. Vous êtes la nouvelle, dit-il, sa voix profonde et stable, comme s'il lisait un avis. Les règles ne sont pas négociables. Pet vous donnera la liste des tâches. Faites bien votre travail, et nous n'aurons aucun problème. Ruthie hocha la tête, essayant de garder sa voix stable. Je comprends, monsieur Langston. Je ferai de mon mieux. Il ne répondit pas. Il se contenta de se retourner et de s'éloigner, la laissant seule dans la vaste pièce. Ruthie expira lentement, comme si elle venait de passer un test invisible. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait survivre ici, mais une chose était claire. Elle n'était pas venue pour abandonner. Le domaine Langston, aussi froid et mystérieux soit-il, était sa dernière chance de reconquérir ce qu'elle avait perdu. Pas seulement sa réputation, mais elle-même. Elle entra dans le couloir, la lumière de la fenêtre projetant une lueur sur son visage, reflétant une étincelle de résolution. Demain sera différent, murmura-t-elle, sa main se resserrant autour du carnet de recettes dans sa poche. Dans un endroit où personne n'osait rester, Ruthie Carter avait choisi de recommencer. La lumière matinale filtrait à travers les grandes fenêtres de la cuisine du domaine Langston, projetant une lueur sur les surfaces en acier inoxydable qui brillaient sous une fine couche de poussière. Ruthie Carter se tenait au milieu de ce vaste espace, ses mains glissant doucement sur le comptoir en granit froid. Cette cuisine, avec ses équipements modernes, des fours doubles à capteur thermique à un robot culinaire de haute technologie, aurait dû être un rêve pour n'importe quel chef. Mais elle dégageait l'air las d'un lieu oublié depuis longtemps, comme si le temps s'était arrêté depuis le départ du dernier cuisinier. Ruthie pouvait le sentir, non seulement dans la poussière, mais dans le silence étouffant de la pièce. Ce matin-là, Pet Hammond, le gardien du domaine, lui avait remis une liste de tâches griffonnées sur du papier millimétré. Le dîner à 7 heures, avait-il dit, la voix égale mais les yeux empreints de curiosité. Le patron n'aime pas attendre. Ruthie hocha la tête, glissa la liste dans la poche de sa veste et commença à inspecter la cuisine. Elle ouvrit les portes du garde-manger pour y trouver des ingrédients de première qualité proches de leur date d'expiration. De l'huile d'olive italienne, des herbes séchées de Provence, et quelques épices rares avec lesquelles elle rêvait de travailler à étoile. Le réfrigérateur, cependant, était presque vide. Juste quelques œufs, quelques légumes, et une bouteille de vin blanc déjà ouverte. Quelqu'un a négligé cet endroit bien trop longtemps, murmura-t-elle, ressentant à la fois une pointe de tristesse et une étincelle de détermination. En nettoyant les comptoirs, Ruthie découvrit un petit carnet caché dans le tiroir du bas. Sa couverture en cuir bleu était usée au coin, mais les pages à l'intérieur étaient intactes, remplies de notes délicates et manuscrites. Elle tourna à une page au hasard. Soupe à la tomate et au basilic, le plat préféré d'eux. Les jours de pluie. À côté de la recette, une petite note disait « Wade ajoute toujours un peu de crème pour adoucir l'acidité ». Ruthie sourit, imaginant une femme, peut-être Elizabeth, la défunte épouse de Wade, consignant soigneusement les moments culinaires de la famille. Elle décida alors de préparer cette soupe pour le dîner, non seulement pour sa simplicité, mais par une intuition silencieuse. Peut-être que ce plat pourrait offrir quelque chose de plus qu'un simple repas. Ruthie se mit au travail. Elle lava les tomates, coupa les oignons en dés, et hacha finement le basilic frais qu'elle trouva dans un petit pot sur le porche. L'odeur de l'huile d'olive chauffant dans la poêle la fit se sentir à nouveau elle-même, comme si cette cuisine inconnue était un endroit où elle pouvait appartenir. Elle ajouta une touche de crème à la soupe, comme l'indiquait la note, et l'accompagna d'une salade verte assaisonnée d'une légère vinaigrette au citron. Le repas était simple mais préparé avec soin, rehaussé par la finesse gastronomique dont elle était autrefois si fière. À 18h45, elle dressa la table dans la grande et austère salle à manger, plaçant le bol de soupe et l'assiette de salade devant la chaise de Wade. Une petite bougie était allumée, non par romantisme, mais pour adoucir les angles froids de l'espace. Wade entra à 19h précise, vêtu de nouveau de son costume noir minimaliste, ses yeux gris orage balayant la table. Il s'assit sans un mot, prit la cuillère et commença à manger. Ruthie se tenait tranquillement dans un coin, le cœur battant à tout rompre. Chaque cuillerée qu'il portait à sa bouche semblait une éternité. Wade mangea lentement, sans expression. Mais ce qui frappa le plus Ruthie, c'est qu'il ne s'arrêta pas. Le bol de soupe se vida, et il toucha même à la salade. Quand il se leva, il ne fit aucun commentaire, pas un merci, seulement un léger signe de tête avant de quitter la pièce. Mais pour Ruthie, ce petit signe de tête ressemblait à une lueur d'espoir. Peut-être,
juste peut-être, avait-elle fait quelque chose de bien. Le lendemain matin, Ruthie retourna à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Elle se figea en voyant la vaisselle de la veille, nettoyée et soigneusement empilée sur l'égouttoir. Ce n'était pas elle, et Pete était retourné en ville pour la nuit. Cela ne laissait qu'une seule possibilité. Wade. Ce petit geste silencieux la réchauffa. Elle commença à préparer le petit déjeuner, des toasts avec des œufs et de la confiture maison d'un pot qu'elle avait trouvé, lorsque Pete entra, portant un panier de légumes frais. « Vous avez bien fait, » dit-il, sa voix bourrue mais sincère. Le patron a fini son dîner, pour la première fois depuis que sa femme et le petit Tommy sont partis. Ruthie s'arrêta, le couteau suspendu en plein air au-dessus d'une tomate. « Sa femme » Elisabeth, demanda-t-elle doucement. Pete hocha la tête, son regard lointain. « Ça fait 4 ans. Un accident. La technologie de Neurocore. Ça les a emportés tous les deux. Le patron n'est plus le même depuis. » Il s'arrêta, comme s'il réalisait qu'il en avait trop dit. « Continuez à faire ce que vous avez fait hier soir, Miss Carter. Cet endroit pourrait avoir besoin de vous plus que vous ne le pensez. » Ruthie resta silencieuse un instant, serrant toujours le carnet de recettes d'Elisabeth. Elle ne connaissait pas toute l'histoire, mais la soupe à la tomate semblait avoir déverrouillé quelque chose. Quelque chose de petit et de fragile, mais suffisant pour lui donner envie de continuer. Elle regarda par la fenêtre où la lumière du matin baignait le jardin d'or, et se dit, si un seul repas peut faire ça, j'en cuisinerai 100 de plus. La cuisine, autrefois abandonnée, était maintenant l'endroit où Ruthie commençait à planter des graines d'espoir, non seulement pour elle-même, mais peut-être aussi pour l'homme toujours piégé dans un deuil silencieux. Le mardi après-midi au domaine Langston arriva avec un vent glacial descendant des montagnes, se glissant par les fentes des fenêtres et faisant frissonner Ruthie Carter alors qu'elle montait l'escalier en bois verni menant au 2e étage. Dans ses mains, elle tenait un chiffon et un flacon de produits nettoyants, faisant partie des tâches de nettoyage que Pete Hammond lui avait assignées ce matin-là. « L'étage a besoin d'un coup de propre, » avait-il dit, la voix neutre mais les yeux trahissant une lueur d'hésitation, sauf les pièces fermées à clé. « Vous les reconnaîtrez quand vous les verrez. » Ruthie avait hoché la tête, sans poser de questions, bien que sa curiosité à l'égard du domaine et de Wade Langston grandissait de jour en jour. Le 2e étage était plus grand qu'elle ne l'avait prévu, avec un long couloir au sol en marbre bordé de portes en chêne finement sculptées. La lumière filtrait à travers de hautes fenêtres, peignant des motifs abstraits d'ombre et de soleil sur les murs. Ruthie commença par la première pièce, une petite bibliothèque aux étagères montant jusqu'au plafond, imprégnée de la faible odeur de vieux papier et de cuir. Elle épousseta soigneusement, veillant à ne pas déranger les volumes méticuleusement rangés. Cette tâche lui offrit une évasion momentanée des soucis qui persistaient encore, du scandale qui avait ruiné sa carrière et du regard froid de Wade à chaque fois que leurs chemins se croisaient. Après avoir terminé 2 autres pièces, un salon confortable et un bureau dépouillé avec un simple bureau en bois, Ruthie s'arrêta devant une porte au bout du couloir. Elle n'était pas verrouillée, mais la poignée en laiton était froide au toucher, comme si elle n'avait pas été manipulée depuis longtemps. Elle hésita, se souvenant de l'avertissement de Pete concernant les pièces fermées, mais celle-ci ne l'était clairement pas, peut-être juste un débarras, se dit-elle, et tourna doucement la poignée. La porte s'ouvrit en grinçant pour révéler une pièce baignée d'une lumière tamisée filtrant à travers des rideaux à demi tirés. C'était une chambre d'enfant, un petit lit avec une couverture sur le thème de l'espace, des étagères remplies de bandes dessinées et de maquettes d'avions, et un petit bureau parsemé de crayons de couleur. Au mur étaient accrochés des dessins faits à la main des étoiles, des planètes et une famille de 3 se tenant par la main qui serrèrent le cœur de Ruthie. Elle sut instantanément que c'était la chambre de Tommy, le fils défunt que Wade avait perdu dans la tragédie mentionnée par Pete. L'espace, bien que propre, était empreint d'une immobilité pesante, comme si le temps s'était arrêté le jour où le garçon était parti. Ruthie entra, sans vraiment le vouloir, attirée par la fine couche de poussière sur le bureau. Elle ramassa un vaisseau spatial en plastique argenté et passa doucement ses doigts sur ses bords usés, comme pour sentir l'écho des petites mains qu'il avait tenues d'innombrables fois. Soudain, des pas derrière elle la firent se retourner brusquement, le cœur battant. Wade se tenait dans l'embrasure de la porte, sa haute silhouette l'occupant presque entièrement, ses yeux, habituellement froids, brûlaient maintenant d'une fureur qui fit instinctivement reculer Ruthie. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa voix était basse, mais tranchante comme une lame. Sans attendre sa réponse, il s'avança, lui arracha le jouet des mains et claqua la fenêtre, faisant frémir les rideaux. « Personne n'est autorisé à entrer ici. » Personne.
Ruthie se figea, le souffle coupé. Je suis désolé, balbutia-t-elle, la voix tremblante. Je ne savais pas. La porte n'était pas verrouillée. Je pensais qu'elle avait juste besoin d'être nettoyée. Son explication s'évanouit dans le silence alors que Wade se détournait, serrant le jouet si fort que ses jointures blanchirent. Elle s'attendait à être renvoyée sur le champ, mais au lieu de cela, il resta là, les épaules légèrement tremblantes, comme s'il combattait une tempête intérieure. Elle inspira profondément, se ressaisissant. Cette fois, elle ne s'enfuit pas, ne battit pas en retraite comme elle l'avait fait lorsque de fausses accusations l'avaient chassée de son ancienne vie. Au lieu de cela, elle s'approcha de l'étagère, redressa une bande dessinée qui avait glissé, puis se tourna vers lui, sa voix douce mais résolue. « Je comprends, dit-elle. Certains souvenirs ne devraient pas être laissés à la poussière. Je n'entrerai plus dans cette pièce, sauf si vous le souhaitez. » Wade se tourna pour lui faire face, ses yeux toujours vifs, mais portaient maintenant autre chose. De la surprise. Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois, non pas comme une gouvernante, mais comme une personne avec une âme propre. Il ne dit rien, se contenta de replacer le vaisseau spatial sur le bureau, lentement, presque cérémonieusement. Puis il quitta la pièce, fermant la porte derrière lui, cette fois sans la claquer. Ruthie resta dans le couloir, serrant toujours son chiffon de nettoyage. Elle ne savait pas très bien ce qui venait de se passer, mais elle sentit que quelque chose avait changé, comme si elle avait effleuré une blessure profonde et cachée chez Wade, et au lieu d'être repoussée, avait été silencieusement autorisée à rester un peu plus près. Elle retourna à son travail, essuyant le couloir, mais son esprit s'attardait dans cette pièce où vivait le souvenir d'un garçon, protégé par un mur de douleur silencieuse. Ce soir-là, en préparant le dîner, un ragoût de bœuf aux herbes inspiré du carnet de recettes d'Elizabeth, Ruthie réalisa qu'elle ne pensait plus à Wade seulement comme un employeur froid, mais comme un homme portant un chagrin trop lourd pour être partagé. En plaçant le plat sur la table de la salle à manger, elle espéra, aussi faiblement soit-il, que ce repas pourrait ouvrir une autre porte, aussi petite soit-elle, dans le cœur qu'il avait depuis longtemps verrouillé. La lumière du deuxième lundi matin au domaine Langston semblait plus douce, comme si les vents froids des montagnes avaient enfin laissé place à une rare chaleur d'automne. Ruthie Carter se tenait dans la cuisine désormais familière, ses doigts effleurant les pages usées du carnet de recettes d'Elizabeth qu'elle avait découvert la semaine précédente. L'écriture délicate n'était pas seulement une collection de plats, c'étaient des fragments d'une vie qui avait été perdue. Ruthie ressentait une étrange connexion avec cette femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, comme si chaque repas qu'elle préparait à partir du carnet était un message chuchoté du passé. Ce matin-là, en rangeant l'étagère à épices, Ruthie fit tomber par accident un vieux tiroir. En se penchant pour ramasser les pots d'herbe tombés, elle aperçut un autre carnet, plus petit et relié en cuir brun foncé, coincé au fond. Elle l'ouvrit, le cœur battant, en réalisant que ce n'était pas un livre de recettes. C'était le journal personnel d'Elizabeth Langston. La première ligne disait « 12 mars. Tommy a demandé un hamburger pour son 6e anniversaire. Wade a ri toute la soirée parce que le garçon avait de la sauce partout sur le visage. » Ruthie sourit, mais la chaleur céda rapidement la place à une pointe de tristesse. Elle feuilleta les pages, lisant les réflexions d'Elizabeth sur son fils, son amour pour Wade, et même des notes techniques critiques liées à Neurocore. L'entreprise dont Ruthie savait qu'elle avait un lien avec la tragédie de la famille. Un passage, souligné à l'encre rouge, fit s'arrêter Ruthie. Protéger le projet de Tommy. Il mérite de revivre à travers lui. La phrase « revivre » lui fit froid dans le dos. Quel était le projet de Tommy? Était-il lié à l'accident mentionné par Pete? Elle n'en était pas sûre, mais cette entrée, entrecoupée de recettes et de réflexions personnelles, montrait clairement qu'Elizabeth avait essayé de laisser quelque chose derrière elle, une partie d'elle-même et de son fils, pour le monde. Ruthie décida de cuisiner le hamburger que Tommy aimait tant, décrit en détail dans le journal. Bœuf haché grillé juste comme il faut, sauce tomate maison, une tranche de cheddar fondu. Elle voulait honorer ce souvenir, ne serait-ce qu'à travers un repas. Ruthie passa l'après-midi à préparer. Elle hacha le bœuf frais que Pete avait apporté de la ville, le mélangeant avec des herbes et des épices, exactement comme Elizabeth l'avait écrit. L'odeur de la viande grésillante emplit la cuisine, se mêlant au doux bouillonnement de la sauce tomate sur le feu. Elle fit griller les pains jusqu'à ce qu'ils soient dorés, ajouta le cheddar et de la laitue croquante, et disposa le tout joliment sur l'assiette. Elle prépara également des frites croustillantes, légèrement salées, comme l'avait noté Elizabeth.
Tommy en demande toujours plus. À 18h30 précise, Ruthie mit la table dans la grande salle à manger, le cœur battant d'une attente silencieuse. Wade entra à 7h pile, comme toujours, vêtu de son habituel costume noir. Mais cette fois, il s'arrêta en voyant le repas. Ses yeux gris-orage s'attardèrent sur l'assiette de hamburger, et pendant une brève seconde, quelque chose vacilla sur son visage. La surprise fut rapidement enfouie sous son habituelle froideur. Il s'assit et prit ses couverts, mais ne mangea pas tout de suite. « Où avez-vous trouvé cette recette » demanda-t-il, la voix basse et prudente. Ruthie, debout dans le coin, prit une profonde inspiration. « J'ai trouvé un carnet dans la cuisine. Il semble avoir appartenu à Madame Langston. Celui-ci avait l'air spécial, alors j'ai pensé essayer. » Elle hésita, craignant d'avoir franchi une limite. « Si ce n'est pas approprié, je peux préparer autre chose. » Wade ne répondit pas immédiatement. Il fixa l'assiette un long moment, comme s'il faisait face à un souvenir devenu réel. Puis il prit le hamburger et en prit une petite bouchée. Le silence s'installa dans la pièce, rompu seulement par le léger cliquetis des couverts. Ruthie l'observa attentivement. Il mangeait lentement, mais il ne s'arrêtait pas. Lorsque l'assiette fut presque vide, il se leva brusquement, mais au lieu de partir comme d'habitude, il tira la chaise en face de lui et lui fit signe. « Asseyez-vous, dit-il, la voix rauque. C'est vous qui avez préparé ça. Vous devriez manger aussi. » Ruthie cligna des yeux, stupéfaite, mais obéit. Elle s'assit avec l'assiette qu'elle s'était préparée. Ils mangèrent en silence, mais la pièce ne semblait plus aussi froide. Alors que Wade prenait sa dernière bouchée, il regarda par la fenêtre, où la forêt rougeoyait dans la douce lumière ambrée du coucher de soleil. « Tommy adorait ça » murmura-t-il, la voix si basse que c'était presque un murmure. Il disait une fois que c'était meilleur que la pizza. Elisabeth. Elle riait toujours quand il disait ça. Il s'arrêta comme si les mots lui avaient pris toutes ses forces. Ruthie ne savait pas quoi dire, mais elle sentit le poids du moment. Ce devait être un garçon spécial, dit-elle doucement. Et Madame Langston, elle devait être extraordinaire pour créer des repas comme celui-ci. Wade hocha la tête, son expression s'adoucissant pour la première fois. Elle l'était. Il se leva de table et se tourna pour partir, mais s'arrêta sur le seuil. « Merci, Ruthie. » C'était la première fois qu'il prononçait son nom, et le son de celui-ci la stupéfia. Alors que Wade quittait la pièce, Ruthie resta assise, ses mains toujours enroulées autour de ses couverts. Elle regarda le journal d'Elisabeth, toujours posé sur le comptoir de la cuisine, et sentit un lien de plus en plus profond avec cet endroit. Le journal n'était pas seulement des pages d'encre et de papier, c'était un pont entre le passé et le présent, entre le deuil et l'espoir. Le repas de ce soir, bien que simple, avait ouvert une porte dans le cœur hermétiquement fermé de Wade, et Ruthie se jura de continuer à la franchir, un plat, un souvenir, un petit geste à la fois. La 10e matinée au domaine Langston commença avec un sentiment de malaise, malgré la rare lumière du soleil d'automne qui se déversait à travers les fenêtres en verre, illuminant les couloirs de marbre. Ruthie Carter était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner, un saumon poêlé avec une sauce aux fruits de la passion inspirée d'une note dans le journal d'Elisabeth. L'arôme des herbes et du poisson grillé offrait un sentiment de paix momentanée, mais cette paix fut rapidement brisée lorsque la sonnette retentit, stridente, soudaine et discordante, comme un présage. Pétamonde, le gardien du domaine, apparut à l'entrée de la cuisine, son visage buriné marqué par la tension. « Vous feriez mieux de rester ici, dit-il à voix basse. Le patron a un invité. Il a demandé que vous ne quittiez pas la cuisine avant d'y être appelé. » Ruthie hocha la tête, bien que la curiosité la tiraillât. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre et aperçut une voiture noire élégante garée à la grille principale. Un homme en sortit, confiant dans un costume gris impeccable, les cheveux parfaitement coiffés, et un sourire mince et glaçant. Il y avait quelque chose en lui qui la dérangeait, un air familier qui ravivait un vieux souvenir. Dans le salon principal du domaine, Wade Langston était assis en face de Silas Morton, PDG de Next Advantage, un conglomérat technologique rival. Silas parla le premier, sa voix douce mais tranchante comme un rasoir. « Wade, vous savez que je ne suis pas venu ici pour bavarder. Neurocore est un joyau, un que vous avez laissé prendre la poussière trop longtemps. Je propose une acquisition amicale. Next Advantage prendra le contrôle. Vous conservez une participation et tout le monde y gagne. » Wade, les yeux d'acier et indéchiffrables,
répondit sèchement, nos records n'est pas à vendre. Juste à l'extérieur de la pièce, Ruthie s'arrêta avec un plateau d'argent chargé d'eau, à la demande de Pete, mais se figea en reconnaissant la voix de Silas. 2 ans plus tôt, elle l'avait rencontré lors d'un événement culinaire à San Francisco, où il avait manipulé sa meilleure amie pour qu'elle porte le chapeau d'un scandale, la faisant licencier sur la base de fausses accusations. Silas Morton, tristement célèbre pour ses tactiques malhonnêtes en affaires et prédateur des faiblesses d'autrui. Une vague d'effroi monta en Ruthie, la ramenant au jour sombre où son propre ex-fiancé l'avait piégé et avait détruit son nom. Lorsque la réunion se termina, Silas sortit de la pièce, pour s'arrêter en voyant Ruthie à proximité, son sourire s'aiguisant. « Miss Carter, n'est-ce pas » dit-il doucement, son ton mielleux mais teinté de menace. « Nous ne nous sommes jamais officiellement rencontrés, mais je sais pas mal de choses sur vous et votre passé. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il lui fit signe de le suivre sur la véranda. Là, sans personne d'autre aux alentours, il sortit un dossier de sa mallette en cuir et le lui tendit. « Une déclaration légale, dit-il, de votre ancien fiancé, affirmant que vous avez eu une liaison et détruit sa famille. J'imagine que les médias apprécieraient cette histoire. » Le sang quitta le visage de Ruthie. Elle feuilleta les documents, reconnaissant les mensonges familiers, des accusations qu'elle avait passé des années à essayer de réfuter, mais qui n'avaient jamais complètement disparu. « C'est fabriqué de toutes pièces, dit-elle, la voix tremblante, mais ferme. Il a menti, et vous le savez. » Silas haussa les épaules, son sourire narquois immuable. « La vérité n'a pas d'importance, Miss Carter. Ce qui compte, c'est ce que le public croit. Je veux nos records, et vous allez m'aider à convaincre Wade de vendre. Sinon, ceci paraîtra dans tous les grands médias demain matin. » Sur ce, il se retourna et retourna nonchalamment à sa voiture, laissant Ruthie figée, le dossier tremblant entre ses mains. De retour dans la cuisine, son esprit tourbillonnait. Le passé, quelque chose qu'elle pensait avoir semé, menaçait de la détruire à nouveau. Elle envisagea de s'en aller, de tout laisser derrière elle avant que la tempête de Silas ne frappe. Mais alors elle se souvint des yeux de Wade alors qu'il mangeait le hamburger qu'elle avait fait pour Tommy, le ton rauque de sa voix quand il avait prononcé son nom pour la première fois. Elle ne pouvait pas partir, pas maintenant, pas l'abandonner lui, pas abandonner le lien fragile qu'il commençait à tisser. Ce soir-là, Ruthie prépara le dîner, des pâtes au pesto et aux crevettes, mais ses pensées n'étaient pas en cuisine. Lorsqu'elle apporta l'assiette dans la salle à manger, Wade était déjà assis. Cette fois, cependant, il ne se saisit pas tout de suite de ses couverts. Il la regarda, son regard plus perçant que d'habitude. « Quelque chose ne va pas, dit-il, la voix basse mais pas froide. Est-ce Silas ? » Elle hésita, voulant lui parler de la menace, du dossier, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Au lieu de cela, elle força un sourire. « C'est juste. Une longue journée, dit-elle doucement. » Wade n'insista pas, mais ses yeux s'attardèrent sur elle, comme s'il cherchait quelque chose de non dit. Il mangea en silence, mais avant de partir, il murmura un « merci » discret. Seule dans la pièce vide, Ruthie s'assit, ses mains serrant toujours le dossier de Silas. Elle savait qu'elle était à la croisée des chemins, se rendre à la manipulation ou se battre pour ce qu'elle construisait ici, pas seulement un travail, mais un sentiment d'appartenance. Elle regarda par la fenêtre, où la nuit était tombée sur les montagnes, et fit une promesse silencieuse. Cette fois, elle ne laisserait pas son passé définir son avenir. Plus jamais. La nuit tomba sur le domaine Langston, enveloppant la maison dans une immobilité pesante, rompue seulement par le sifflement du vent à travers les pins à l'extérieur. Ruthie Carter se tenait dans la cuisine, la douce lueur du plafonnier projetant des ombres sur son visage, où l'inquiétude s'était profondément gravée. Les faux documents de Silas Morton, des mensonges de son ex-fiancé, gisaient sur le comptoir comme un fantôme du passé, menaçant de défaire tout ce qu'elle avait commencé à reconstruire ici. Elle avait passé toute la journée déchirée. Devait-elle partir, évitant la tempête médiatique promise par Silas, ou rester et affronter la terreur d'être à nouveau exposée? La cuisine, autrefois son sanctuaire, semblait maintenant étouffante. Ruthie serra le journal d'Elizabeth, comme si les pages pouvaient d'une manière ou d'une autre la guider. Elle pensa à Wade, à la façon dont il la regardait en mangeant le hamburger préféré de Tommy, au timbre rauque de sa voix lorsqu'il avait prononcé son nom pour la première fois. Et à cet instant, elle sut qu'elle ne voulait pas fuir. Pas cette fois. Mais si elle devait rester, elle devait affronter la vérité, non seulement avec Silas, mais avec Wade lui-même.
Ce soir-là, Ruthie prépara un repas simple, un poulet rôti aux herbes avec de la purée de pommes de terre, basée sur une autre des recettes d'Elisabeth. Elle mit la table dans la grande salle à manger, bien que son esprit fût à des kilomètres. Quand Wade entra, précisément à 7 heures comme toujours, il s'arrêta et étudia son visage. « Vous n'allez pas bien » dit-il. Non pas une question, mais une constatation tranquille. Sa voix était basse, mais pour la première fois, elle portait une trace d'inquiétude plutôt que de froideur. Ruthie hésita, ses doigts se resserrant sur le bord de la nappe. Elle voulait mentir, dévier, mais son regard, perçant mais sans jugement, rendait toute esquive impossible. « Il y a quelque chose que je dois vous dire, » dit-elle, la voix tremblante. Wade s'assit, lui faisant signe de continuer sans exercer de pression. Elle prit une profonde inspiration, comme si elle se tenait au bord d'une falaise. « J'étais chef à San Francisco », commença-t-elle, les yeux fixés sur la table. « Je travaillais dans un grand restaurant, étoile. J'adorais ça, mais il y a 2 ans, mon fiancé. Il m'a piégé. Il a dit que j'avais falsifié l'origine des ingrédients, saboté le restaurant, et même eu des liaisons pour être promu. Rien de tout cela n'était vrai, mais personne ne m'a cru. J'ai perdu mon travail, mes amis, tout. » Sa voix se brisa, mais elle continua. « Hier, Silas Morton est venu ici. Il a apporté un document, une fausse déclaration de cet homme. Il a menacé de le publier dans la presse si je ne vous convainquais pas de vendre Neurocore. » Elle s'arrêta, se préparant à la colère, à la suspicion, ou pire, à l'indifférence, mais Wade se contenta de la regarder, les yeux rivés sur les siens comme s'il pesait chaque mot. Le silence emplit la pièce, à l'exception du vent derrière les vitres. Puis Wade se leva et marcha vers elle. Il ne la toucha pas au début, se tint juste assez près pour qu'elle sente sa présence, stable et rassurante au milieu de la tempête qui faisait rage en elle. « Je me fiche de ce qu'il dit, » dit Wade, la voix basse mais ferme. « Je crois ce que je vois, une femme qui est restée quand tous les autres sont partis. Vous êtes restée ici, Ruthie, quand personne d'autre ne le pouvait. C'est la seule vérité dont j'ai besoin. » Ces mots l'ancrèrent, l'empêchant de sombrer à nouveau dans la peur. Ruthie leva les yeux, la vue brouillée par des larmes non versées, mais elle ne pleura pas. Ce qu'elle ressentait maintenant n'était pas de la honte, mais de la force, non pas en cachant le passé, mais en étant acceptée malgré lui. Wade leva la main, ses doigts effleurant doucement sa joue, un contact si tendre qu'il la prit au dépourvu. Sa main était chaude, à l'opposé de l'image froide qu'elle avait autrefois de lui, et dans cette immobilité, le temps sembla s'arrêter. Il se pencha et leurs lèvres se rencontrèrent, un baiser doux, sans hâte, rempli de sens. Ce n'était pas seulement du réconfort, c'était une promesse silencieuse de guérison partagée. Quand ils se séparèrent, Ruthie se sentit plus légère, même si la peur de ce que Silas pourrait faire persistait. Mais Wade la regarda et il y avait quelque chose de nouveau dans son expression, quelque chose d'ouvert, de vulnérable. « Vous n'avez pas à l'affronter seul, » dit-il, « nous trouverons une solution. » Il n'offrit pas de grandes promesses, mais ces simples mots suffirent à lui faire sentir qu'elle n'était plus seule. Après que Wade eut quitté la salle à manger, Ruthie resta, ses doigts effleurant l'endroit sur sa joue où il l'avait touché. Elle regarda par la fenêtre où l'obscurité enveloppait les montagnes, mais cette fois, le noir ne lui faisait pas peur. Le baiser de Wade n'avait pas effacé ses blessures, mais il lui rappelait que les blessures pouvaient être partagées. Elle ramassa le dossier que Silas avait laissé, et pour la première fois, il ne lui sembla pas être un poids trop lourd à porter. Avec Wade à ses côtés, elle commençait à croire que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, pouvait être sa plus grande arme. La douce lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres en verre du domaine Langston, projetant une teinte dorée sur la cuisine, comme pour apaiser la tension qui obscurcissait les pensées de Ruthie Carter. Après le baiser inattendu avec Wade la nuit précédente, elle sentait un nouveau lien se tisser entre eux, mais la menace imminente de Silas Morton planait toujours comme une ombre. La fausse déclaration qu'il avait laissée derrière lui était rangée dans un tiroir de la cuisine, hors de vue mais loin d'être oubliée. Ruthie savait qu'elle ne pouvait plus l'éviter. Elle devait protéger non seulement elle-même, mais aussi Wade et l'héritage de Neurocore, quelque chose auquel elle se sentait de plus en plus liée, même si elle ne le comprenait pas encore entièrement. Ce matin-là, en organisant un débarras encombré au sous-sol à la demande de Pete, Ruthie tomba sur une petite porte cachée derrière une étagère remplie de vieilles fournitures. Elle n'était pas verrouillée, mais la poignée rouillée suggérait qu'elle n'avait pas été ouverte depuis des années. La curiosité piquée, elle poussa la porte et entra dans une petite pièce couverte de poussière,
bordé de vieilles étagères de classement et avec un coffre-fort en acier dans un coin. Son cœur battit la chamade, non pas de peur, mais d'une étrange intuition que quelque chose d'important se trouvait à l'intérieur. Elle tourna le cadran du coffre sans grand espoir, mais à sa surprise, il s'ouvrit avec un léger grincement, comme s'il avait attendu d'être découvert. À l'intérieur se trouvait une épaisse pile de papiers enveloppés dans une enveloppe en cuir marron, ainsi que quelques photos de famille délavées. Ruthie en prit une, un jeune garçon blond, clairement Tommy, rayonnant aux côtés de Wade et Elizabeth. Elle mit la photo de côté et se concentra sur les papiers. Les premières pages étaient des documents juridiques stipulant que la propriété intellectuelle de Neurocore, y compris ses brevets principaux et les codes sources de ses projets d'IA, avait été officiellement enregistrée au nom de Tommy Langston. La clause précisait que toute vente ou transfert de propriété nécessiterait une approbation judiciaire, assurant la protection des intérêts de l'héritier décédé. En parcourant les documents, Ruthie réalisa que cela rendait une prise de contrôle hostile presque impossible sans de longues procédures judiciaires. C'était un mur que Silas devrait escalader, un mur qu'elle et Wade pouvaient maintenant défendre. Elle apporta le dossier dans le bureau de Wade, où il était assis en train d'examiner des graphiques sur son écran d'ordinateur. Quand il leva les yeux et la vit, la froideur habituelle de son expression s'adoucit. « Qu'y a-t-il, Ruthie » demanda-t-il, sa voix basse mais plus distante. Elle posa le dossier sur son bureau. « J'ai trouvé ça dans un coffre au sous-sol » dit-elle d'une voix stable. « C'est le contrat de propriété intellectuelle de Neurocore, enregistré au nom de Tommy. Elizabeth l'a mis en place pour protéger l'entreprise. Si Silas veut prendre le contrôle, il devra passer par les tribunaux, et ce ne sera pas facile. » Wade ouvrit le dossier, parcourant les pages avec une concentration intense. Son expression changea lorsqu'il atteignit la ligne de signature, où le nom d'Elizabeth était écrit d'une encre ferme. L'émotion vacilla sur son visage. Elle a toujours pensé à Tommy d'abord, dit-il, la voix chargée d'émotion. Elle voulait que cette entreprise soit son héritage, pas le mien. Il leva les yeux vers Ruthie avec un respect nouveau. Vous avez trouvé ça. Vous avez fait ce que je n'ai pas pu faire. Ruthie secoua la tête. Ce n'était que de la chance, mais nous pouvons l'utiliser. Si nous avons la loi de notre côté, Silas ne peut pas gagner. Wade hocha la tête, et pour la première fois un petit sourire se dessina sur son visage, bref mais réel. Nous, répéta-t-il, comme si le mot avait maintenant un sens nouveau. Ensemble, ils s'assirent pour étudier les documents, planifiant leurs prochaines étapes. Wade expliqua que bien que Neurocore ne développait plus activement de nouveaux projets, elle détenait toujours des brevets précieux, en particulier un système d'IA qu'Elizabeth avait mentionné dans son journal. Il avait la capacité de personnaliser le traitement des données à un niveau humain, quelque chose qui pourrait révolutionner l'industrie. Silas le voulait pour asseoir la domination de Next Advantage. Pour la première fois, Ruthie se sentit passer de quelqu'un autrefois victime de mensonges à quelqu'un qui défendait maintenant un héritage. Elle suggéra de contacter un avocat avec qui Pete avait des relations à San Francisco pour commencer à monter un dossier. Wade accepta, et pour la première fois, ils travaillèrent en équipe, partageant des idées, élaborant une stratégie. Le bureau, autrefois un espace froid et stérile, pulsait maintenant d'une énergie tranquille et d'un objectif commun. Alors que le coucher de soleil baignait le domaine d'une chaude lumière ambrée, Ruthie retourna à la cuisine pour préparer le dîner, des côtes de bœuf braisées avec une réduction au vin rouge, inspirée par une autre des recettes d'Elizabeth. Quand elle mit la table, elle ne se retira pas dans le coin de la salle à manger comme une servante. Quand Wade entra, il lui fit signe de s'asseoir à nouveau en face de lui. Ils mangèrent avec une aisance tranquille, plus alourdie par les silences du passé. « Vous n'êtes pas seulement une excellente cuisinière, Ruthie, » dit Wade doucement. « Vous êtes une battante. J'ai de la chance de vous avoir ici. » Ces mots firent battre son cœur. Elle sourit, sentant la force non seulement des documents qu'elle avait trouvés, mais aussi de sa confiance en elle. Quand le dîner se termina et qu'elle se leva pour débarrasser les assiettes, Ruthie s'arrêta près de la fenêtre. Les montagnes étaient touchées d'or par la dernière lumière du jour. Silas Morton était toujours une menace, mais pour la première fois, Ruthie ne se sentait pas seule dans ce combat. Les papiers dans le coffre n'étaient pas seulement une arme juridique. Ils étaient la preuve de l'héritage d'Elizabeth et de Tommy, et maintenant une raison pour Ruthie et Wade de rester unis. La nuit descendit sur le domaine Langston, enveloppant les montagnes dans une obscurité dense et suffocante, rompue seulement par la faible lueur des lampes solaires le long du toit. Ruthie Carter se tenait dans la cuisine, préparant le dîner,
un rôti de bœuf avec une sauce aux champignons truffés, inspiré une fois de plus par le journal d'Elizabeth, mais ses pensées n'étaient pas entièrement sur le plat. Après avoir découvert les documents juridiques protégeant Neurocore, elle et Wade avaient passé la journée à contacter des avocats et à monter un dossier pour arrêter la tentative de prise de contrôle hostile de Silas Morton. L'espoir avait commencé à naître, mais Ruthie pouvait encore sentir la présence de Silas, comme une tempête se formant à l'horizon. Soudain, une forte explosion retentit à l'arrière du domaine, suivie par l'odeur âcre de la fumée. Ruthie laissa tomber son couteau et courut dans le couloir, où Pétamonde criait « La salle des serveurs ». Il y a un incendie. Son pouce accéléra alors qu'elle se précipitait derrière lui. Lorsqu'ils atteignirent la salle des serveurs, une pièce fermée bordée de racks d'équipements avancés de Neurocore, une fumée noire s'échappait d'un coin, les flammes léchant les câbles emmêlés. Wade apparut quelques instants plus tard, le visage pâle et concentré, les yeux flamboyants comme un soldat entrant sur le champ de bataille. « Appelez les pompiers », ordonna-t-il à Pet avant de se tourner vers Ruthie. « Retournez à la cuisine. C'est plus sur là-bas. » Mais Ruthie secoua la tête. Un éclair de mémoire traversa son esprit. Le journal d'Elizabeth avait mentionné un système de sauvegarde de données automatisé, conçu spécifiquement pour protéger les projets d'IA de base de Neurocore. « Je peux sauver les données », dit Ruthie, essoufflée mais ferme. Avant que Wade ne puisse argumenter, elle se précipita dans la salle de contrôle adjacente, où un écran d'ordinateur brillait encore à travers la fumée. L'air s'épaissit et lui piqua les yeux, mais Ruthie resta concentrée. Elle trouva le programme de sauvegarde, son interface élégante et précise, indubitablement la création d'Elizabeth. En quelques frappes rapides, elle lança le transfert, dirigeant les fichiers vers un disque externe caché, enfermé dans un coffre en acier à l'intérieur de la salle des serveurs. Les alarmes hurlèrent alors que les flammes grandissaient, mais Ruthie resta jusqu'à ce que l'écran affiche « Sauvegarde terminée ». Elle attrapa le disque, le protégea dans sa veste et se précipita dehors où Wade et Pet combattaient le feu avec des extincteurs. Les pompiers arrivèrent quelques minutes plus tard et réussirent à contenir l'incendie avant qu'il ne se propage au reste du domaine. Quand la fumée se dissipa enfin, Wade inspecta les dégâts, son visage s'assombrissant à la vue de la salle des serveurs, presque réduite en cendres. Ruthie s'avança, les mains tremblant encore, et lui tendit le disque. « Les données sont en sécurité, dit-elle, la voix tremblante d'adrénaline. Le système d'Elizabeth. Il a fonctionné. » Wade la regarda, stupéfait. La gratitude et l'incrédulité brillaient dans ses yeux. « Vous avez fait l'impossible, » murmura-t-il. Plus tard, alors que les pompiers partaient et que la nuit redevenait calme, Wade et Ruthie s'assirent ensemble dans son bureau, entourés des restes brisés d'une nuit terrifiante. Pet revint après avoir parlé au chef des pompiers, le visage sombre. « Ce n'était pas accidentel », confirma-t-il. « Ils ont trouvé des accélérants. C'était un incendie criminel. » Wade serra les poings, la mâchoire contractée par la fureur. « Silas, » gronda-t-il, la voix tranchante comme l'acier. « Il pense qu'il peut me briser comme ça. » Ruthie tendit la main et toucha doucement la sienne, le ramenant à la réalité. « Il ne gagnera pas, » dit-elle doucement. « Nous avons les données. Nous avons la protection juridique. Il ne peut pas prendre Neurocore. » Wade la regarda, quelque chose changeant derrière son regard, comme s'il la voyait pour la première fois, vraiment. Il se leva, se dirigea vers un coin de la pièce et ramassa un morceau de métal calciné, l'un des rares vestiges de la salle des serveurs. Le tenant fermement, son expression se durcit de résolution. « J'ai tout perdu une fois, » dit-il, la voix calme mais brute. « Mais ce soir, vous m'avez montré qu'il y a encore quelque chose qui vaut la peine d'être conservé. Ruthie, je ne veux plus faire ça seul. » Le souffle de Ruthie se coupa alors que Wade posait un genou à terre, le métal calciné toujours à la main, ses yeux rivés sur les siens, inébranlable. « Je n'ai pas de bague. Tout ce que j'ai, c'est ça, du métal brûlé, un morceau de ce que nous avons survécu ce soir. Mais je promets de tout reconstruire avec vous, pièce par pièce, à partir des cendres. » Sa voix était rauque mais pleine de sincérité. « Ruthie Carter, voulez-vous rester avec moi, pas seulement ce soir, mais pour le reste de notre vie ?» Son cœur s'arrêta. Dans ses yeux, elle ne voyait pas seulement une demande en mariage. Elle voyait un vœu, un avenir qu'ils affronteraient ensemble, côte à côte, peu importe la tempête à venir. Les larmes montèrent à ses yeux, mais son sourire était stable. « Oui, Wade, » murmura-t-elle, « je resterai.
Il se leva et la prit dans ses bras, la serrant fort comme s'il ne voulait jamais la laisser partir. Ils restèrent là, enlacés, dans une pièce qui sentait encore faiblement la fumée, mais maintenant imprégnée d'espoir. Cette nuit-là, alors que Ruthie retournait à la cuisine pour nettoyer, elle s'arrêta près de la fenêtre. La lune projetait sa lumière argentée sur la crête de la montagne, et elle vit le morceau de métal calciné maintenant posé à côté de l'évier. Pas une bague, mais quelque chose de plus, un symbole de leur promesse, une promesse forgée dans le feu. Silas Morton était toujours là, et la bataille n'était pas terminée. Mais pour la première fois, Ruthie se sentait prête à affronter tout ce qui allait arriver, pas seule, plus jamais. La matinée baignait le domaine Langston d'une douce lueur dorée, mais l'air portait encore la lourdeur de l'incendie de la nuit précédente. Ruthie Carter se tenait dans la cuisine, ses doigts traçant les bords du journal d'Elizabeth à la recherche de réconfort dans ses lignes familières. La demande en mariage de Wade Langston, faite avec rien de plus qu'un morceau de métal calciné et un vœu sincère, résonnait encore dans sa poitrine comme un battement de tambour régulier. Pourtant, la joie de ce moment était atténuée par la menace persistante de Silas Morton, qui était allé jusqu'à mettre le feu à la salle des serveurs pour détruire Neurocore. Ruthie savait que la bataille n'était pas terminée. Silas n'arrêterait pas tant qu'il n'obtiendrait pas ce qu'il voulait. Dans le bureau, Wade était assis devant une rangée d'écrans de surveillance, ses yeux gris vifs de concentration. Depuis l'incendie, il s'était engagé à trouver des preuves concrètes que Silas était derrière l'incendie criminel. Il est trop confiant, dit Wade à Ruthie alors qu'elle lui tendait une tasse de café. Sa voix était basse, mais remplie de résolution. Il pense qu'il peut nous briser sans laisser de traces, mais je sais comment trouver la vérité. Ruthie hocha la tête, sentant le poids de sa détermination, mais l'anxiété bouillonnait toujours dans sa poitrine. Silas ne voulait pas seulement Neurocore, il détenait une arme de son passé, un scandale fabriqué qui pourrait détruire tout ce qu'elle avait reconstruit. Avec l'habileté d'un PDG chevronné de la technologie, Wade passa au peigne fin les images du système de sécurité du domaine. Sur une caméra, une image granuleuse près de la porte arrière, il repéra une silhouette versant un liquide près de la salle des serveurs. L'image était floue, mais Wade reconnut la porte, le manteau sur mesure, la carrure. Un ancien employé de Next Advantage, murmura-t-il. Il contacta un détective privé à San Francisco, demandant une enquête approfondie sur l'activité récente de l'homme et tout lien financier avec Silas. Si nous pouvons relier ça à lui, dit Wade, les yeux flamboyants, il est fini. Pendant que Wade enquêtait, le téléphone de Ruthie vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Il contenait un lien vers un article en ligne qui lui noua l'estomac. Le titre criait « Chef talentueuse ou briseuse de ménage ». Le sombre passé de Ruthie Carter. Il était publié sur un site de potins de bas étage, mais se propageait rapidement. L'article citait la fausse déclaration légale de son ex-fiancé, l'accusant d'infidélité et de sabotage d'étoiles. Bien qu'elle sût que tout était mensonge, le voir imprimé était comme revivre la trahison. Ses mains tremblaient. Elle faillit laisser tomber le téléphone. Le monde, semblait-il, se retournait à nouveau contre elle. Elle apporta l'article à Wade, la voix tremblante. Silas l'a fait, dit-elle, les larmes lui piquant les yeux. Il essaie de me détruire, de vous pousser à vendre Neurocore. Mais Wade ne s'y a pas. Il prit sa main, son regard stable. Il ne réalise pas à quel point nous sommes forts maintenant, dit-il. Nous ne le laisserons pas contrôler ce récit. Sans tarder, Wade appela un vieil ami dans les médias et organisa une conférence de presse à San Francisco en quelques heures. Nous allons raconter notre histoire avant qu'il ne la déforme, dit-il. Ruthie hésita, craignant de se tenir devant le monde, d'affronter à nouveau le jugement public. Mais la croyance inébranlable de Wade en elle lui donna de la force. Elle hocha la tête. Elle ne laisserait pas le passé dicter son avenir. La conférence de presse se tint dans un lieu modeste mais bondé. Les flashs des appareils photo crépitaient, les journalistes bourdonnaient. Wade monta sur scène, calme mais humble. Il commença par présenter les documents juridiques qui protégeaient Neurocore, expliquant comment l'entreprise était enregistrée au nom de Tommy pour préserver l'héritage de son fils décédé. Il décrivit l'incendie, présenta des preuves préliminaires d'incendie criminel et jura de poursuivre la justice. Puis, avec Ruthie à ses côtés, il prit sa main. Quant à Ruthie Carter, dit-il, sa voix profonde et claire, on a menti sur elle, on l'a trahie et on l'a rejetée. Mais ce que je vois en elle, c'est une femme qui n'a jamais abandonné.
Elle a ramené la lumière dans une maison que je croyais autrefois condamnée à l'obscurité pour toujours. Si son passé est une tâche, alors je suis fier de me tenir à ses côtés alors que nous la nettoyons, ensemble, avec la vérité et avec l'amour. La salle se tut. Puis un tonnerre d'applaudissements éclata. Ruthie se tenait droite, les larmes coulant sur ses joues, mais elle ne les cacha pas. Elle sentit les mots de Wade résonner en elle comme une armure. Les questions qui suivirent ne portaient pas sur le scandale. Les journalistes posèrent des questions sur Neurocore, sur Tommy et sur le lien entre Wade et Ruthie. La tentative de Silas de la salir s'était retournée contre lui de façon spectaculaire. Leur vérité avait capturé le cœur du public. Ce soir-là, de retour au domaine, Ruthie et Wade étaient assis dans la salle à manger, la lueur d'une bougie dansant entre eux. Wade lui tendit une feuille de papier, un premier rapport du détective privé. Il confirmait que l'homme sur les images de sécurité avait récemment reçu un paiement important d'un compte de Next Advantage. Nous portons ça devant les tribunaux, dit Wade, sa voix stable et ferme. Ruthie hocha la tête, sentant le poids commencer à se lever. Silas avait déchaîné une tempête, mais Wade l'avait transformé en leur carburant. Elle serra sa main, se sentant en sécurité, vue et soutenue de manière inébranlable. Pour la première fois depuis des années, Ruthie n'avait plus peur de son passé. Avec Wade à ses côtés, elle était prête à affronter la bataille finale, et tout ce qui viendrait après. La douce lumière hivernale se déversait sur le domaine Langston, baignant les murs de verre et les jardins luxuriants d'une douce teinte dorée. Ruthie Carter se tenait dans la cuisine, où elle avait trouvé non seulement son amour pour la cuisine, mais aussi un nouveau sens à sa vie. Ses doigts effleurèrent le journal d'Elizabeth, ses pages désormais comme celles d'un vieil ami, racontant l'histoire d'une famille autrefois pleine d'amour et de pertes. Après la conférence de presse à San Francisco, où Wade l'avait publiquement défendu contre la campagne de diffamation de Silas Morton, Ruthie ressentit une nouvelle force, non seulement grâce à l'amour de Wade, mais aussi grâce à la conviction que la vérité pouvait vaincre la manipulation. Pourtant, la bataille avec Silas n'était pas terminée, et elle savait que Wade mettait tout en jeu pour que justice soit faite. Au cours de la semaine écoulée, Wade avait travaillé sans relâche avec un détective privé et une équipe d'avocats pour consolider leur dossier contre Silas. À partir des images floues de l'homme près de la salle des serveurs, le détective avait remonté la trace d'un compte bancaire lié à un ancien employé de Next Advantage, qui avoua que Silas l'avait payé pour déclencher l'incendie. De plus, des courriels internes divulgués, obtenus d'une source fiable, confirmaient que Silas avait orchestré l'attaque médiatique contre Ruthie, utilisant des documents falsifiés pour tenter de forcer Wade à vendre Neurocore. Chaque élément de preuve s'assemblait pour former une image claire des crimes de Silas. Ce matin-là, Wade et Ruthie se rendirent au poste de police de San Francisco, munis d'un dossier méticuleusement préparé. Dans une petite salle de réunion, Wade présenta les images, les registres financiers et les courriels. L'officier responsable hocha solennellement la tête. « C'est une preuve irréfutable, dit-il. Nous allons arrêter Silas Morton aujourd'hui. » Sous la table, Ruthie serra la main de Wade, sentant un mélange de soulagement et de résolution dans sa poigne. Au moment où ils quittèrent le poste, la nouvelle du mandat d'arrêt s'était déjà répandue. Les titres qui calomniaient autrefois Ruthie racontaient maintenant l'histoire de la chute d'un PDG corrompu. La justice, enfin, était arrivée. De retour au domaine Langston, Wade convoqua une réunion d'urgence avec l'ancien conseil consultatif de Neurocore, ceux qui étaient restés fidèles après sa démission de son poste de PDG. Debout devant eux dans le bureau, son expression était stable, mais plus apaisée que jamais. Neurocore est plus qu'une simple entreprise, dit-il. C'était le rêve d'Elizabeth et de Tommy, un rêve d'utiliser la technologie pour servir l'humanité, pas seulement pour créer de la richesse. Puis il fit une annonce audacieuse. Il allait rendre toute la propriété intellectuelle de Neurocore, y compris le projet d'IA personnalisé nommé d'après Tommy, en technologie open source, libre d'utilisation pour tous. Le projet de Tommy continuera à vivre, non pas enfermé dans un coffre-fort d'entreprise, mais entre les mains de ceux qui en ont vraiment besoin. La décision suscita un débat. Un conseiller s'y opposa, lui rappelant que les brevets de Neurocore valaient des millions et pourraient rapporter d'énormes profits. Mais Wade secoua la tête. « J'ai perdu ma famille à cause de cette technologie, dit-il doucement. Je ne la laisserai pas devenir un outil de cupidité. Tommy et Elizabeth méritent qu'on se souvienne d'eux pour quelque chose de mieux. » Ruthie, debout à ses côtés, sentit une profonde fierté l'envahir. Elle savait que ce n'était pas seulement un sacrifice financier. C'était la manière de Wade de guérir,
de transformer la douleur en espoir pour les autres. Le projet open source attira rapidement l'attention de chercheurs, d'organisations à but non lucratif et de communautés mondiales, promettant un impact dans l'éducation, les soins de santé et au-delà. Au milieu du tourbillon qui suivit leur victoire juridique, Wade et Ruthie reçurent un appel inattendu d'un refuge pour enfants à San Francisco. Un orphelin de 10 ans nommé Ethan avait besoin d'un foyer. Le représentant expliqua qu'Ethan avait un jour rencontré Elizabeth lors d'un événement caritatif de Neurocorps, où elle lui avait donné une maquette de vaisseau spatial, identique à celle de la chambre de Tommy. L'histoire toucha le cœur de Ruthie. Quand elle en parla à Wade, il resta silencieux un long moment, le regard lointain. « C'est peut-être la façon de Tommy de nous envoyer un nouveau départ », murmura-t-il. Ils allèrent rencontrer Ethan, et dès qu'ils virent le garçon, avec ses yeux vifs et son sourire timide, il vola leur cœur. En quelques semaines, après avoir rempli les formalités nécessaires, Ethan devint officiellement leur fils adoptif, un symbole de la renaissance de la famille Langston. Leur mariage eut lieu par une journée d'hiver fraîche dans le jardin du domaine, où les fleurs d'Elizabeth s'épanouissaient encore. Pétamonde, le gardien toujours fidèle, officia, la fierté brillant dans ses yeux. Sarah, la meilleure amie de Ruthie, rayonnait en tant que demoiselle d'honneur, la regardant remonter l'allée dans une simple robe blanche. Ethan, dans un minuscule costume sur mesure, se tenait à côté de Wade, lui serrant la main, les yeux écarquillés d'émerveillement devant le jardin qui ressemblait maintenant à son propre monde magique. La communauté locale, autrefois distante du domaine, s'était rassemblée pour célébrer, comme si le manoir était devenu un symbole de guérison. Alors que Ruthie et Wade échangeaient leurs vœux, il lui serra les mains, son regard brillant. « Ruthie, tu as ramené la lumière dans cet endroit, dit-il, et avec Ethan, nous construisons une nouvelle famille, une famille dont Tommy et Elizabeth seraient fiers. » Ruthie sourit à travers ses larmes, sentant non seulement l'amour de Wade, mais aussi celui d'Ethan, alors que le garçon leur souriait. Pete accrocha un nouveau panneau aux grilles, « Domaine Langston, une maison des secondes chances », un témoignage de tout ce qu'ils avaient surmonté. Cette nuit-là, lors de leur nuit de noces, Ruthie se tenait dans la cuisine, la lumière du lustre projetant des ombres chaudes sur la table où elle avait autrefois préparé ses premiers repas pour Wade. Ethan entra en courant, tenant un dessin qu'il venait de terminer, une famille de 3 personnes debout sous un ciel étoilé, très semblable à ceux de l'ancienne chambre de Tommy. « Je l'ai fait pour toi et papa, » dit-il, la voix douce mais chaleureuse. Wade s'agenouilla, enlaçant Ethan. « Si Tommy était là, il t'aimerait tellement, » murmura-t-il. Ruthie plaça le journal d'Elizabeth sur l'étagère, comme pour honorer le passé qui les avait conduits à ce moment précis. Ils sortirent dans le jardin, où le clair de lune argentait les feuilles. Ethan courut devant, riant en poursuivant une luciole. Wade prit la main de Ruthie, les yeux pleins d'espoir. « Nous l'avons fait, » dit-il, « nous avons tenu notre promesse à Tommy et Elizabeth, et maintenant nous avons Ethan. » Le domaine Langston, autrefois un lieu de chagrin, débordait maintenant de vie, un véritable foyer bâti sur l'amour, la justice et les secondes chances. Ruthie se pencha contre Wade, sachant que la route à venir serait encore longue, mais qu'ils la parcouraient ensemble, avec Ethan comme nouvelle lumière dans leur famille.